La gifle de Nathalie Moudiki, quand la SNH humilie le ministre de l'Énergie. 120 milliards, une raffinerie, et 7 ans de silence inexpliqué. Une raffinerie qui brûle. Des milliards qui disparaissent. Un ministre qui reste en poste pendant 7 ans sans résultat. Et un jour, sans crier gare, une société d'État lève 120 milliards de francs CFA auprès des banques, pour construire ce que le ministre était censé reconstruire depuis des années. Ce n'est pas un scénario de film. C'est le Cameroun. C'est aujourd'hui. Et cette décision de la Société nationale des hydrocarbures, une décision technique, financière, apparemment administrative, est en réalité bien autre chose. C'est une gifle. Publique. Sonore. Administrée en pleine lumière à l'un des ministres les plus en vue du gouvernement camerounais. Mais ce n'est que la surface de l'histoire. Parce que derrière cette gifle, il y a une guerre sourde qui dure depuis des décennies. Une guerre entre des intérêts nationaux et des intérêts étrangers. Entre une vision d'indépendance économique et des réseaux qui n'ont aucune envie de lâcher leur emprise sur le pétrole camerounais. Et au milieu de tout ça, un homme qui a peut-être payé de sa liberté le prix de sa loyauté. Restez avec nous. Parce que l'histoire du pétrole camerounais est l'une des plus fascinantes et l'une des plus troublantes du continent africain. Et elle commence bien avant la gifle d'aujourd'hui. Partie 1, contexte et fait. L'or noir camerounais et ceux qui le contrôlent. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter le temps. Pas loin dans l'histoire ancienne. Pas au temps des colons. Juste assez loin pour voir comment le Cameroun en est arrivé là où il est avec son pétrole. Le Cameroun est un pays pétrolier. Pas au niveau du Nigeria ou du Gabon dans leurs meilleures années, mais un producteur réel, avec ses champs offshore, ses réserves documentées, et surtout sa raffinerie nationale, la Société nationale de raffinage, connue sous le nom de Sonara. La Sonara est basée à Limbe, dans la région du Sud-Ouest. Elle a été créée pour faire une chose simple en apparence mais révolutionnaire en pratique, raffiner le pétrole camerounais sur le sol camerounais. Transformer une ressource brute en produit fini, carburant, kérosène, gaz domestique pour alimenter l'économie nationale sans dépendre des importations. Le concept est excellent. La réalité, comme souvent au Cameroun, est plus compliquée. Parce que pendant des décennies, la Sonara a fonctionné selon une logique qui, disons-le clairement, ne servait pas principalement les intérêts camerounais. Voici comment ça marchait, selon plusieurs analystes du secteur énergétique africain, la France, par le biais de réseaux commerciaux établis de longue date, contrôlait de facto une part significative des opérations de raffinage. Le pétrole camerounais, dit lourd et donc moins adapté aux installations de raffinage existantes, était exporté à bas prix. En échange, on importait du pétrole léger, plus cher, acheté sur les marchés internationaux. On le raffinait à la Sonara. On vendait les produits finis aux Camerounais à prix fort. Et le pétrole camerounais brut, lui, enrichissait les négociants internationaux. Un cercle. Parfaitement huilé. Littéralement. Et dans ce cercle, le Cameroun était perdant à chaque tour. La vision de Paul Biya est la décision qui a tout changé. À un moment donné, quelque chose change. Le président Paul Biya, dans le cadre de sa vision pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, prend une décision qui va bousculer cet équilibre. Il décide que la Sonara doit être modernisée. Que les installations doivent être mises à niveau pour être capables de raffiner le pétrole camerounais, ce pétrole lourd qui partait jusqu'ici à l'étranger. L'objectif est clair, sortir de la dépendance aux importateurs internationaux, valoriser la ressource nationale sur le sol national, et garder la richesse pétrolière à l'intérieur du pays. C'est une vision souverainiste. Économiquement logique. Politiquement ambitieuse. Et, selon certains analystes, particulièrement dérangeante pour ceux qui profitaient du système précédent. Pour porter ce projet, le président choisit Charles Métouk. Directeur général de la Sonara, Métouk est l'homme à qui est confiée la mission de moderniser la raffinerie. Transformer cette vieille dame industrielle en un outil moderne, capable de traiter le brut camerounais et de libérer le pays de la tutelle des négociants étrangers. Et les travaux commencent. Et selon tous les témoignages disponibles, ils avancent. Bien. Trop bien, peut-être, pour certains intérêts. À un moment, Métouk affirme lui-même, et cette déclaration est publique, prononcée au tribunal, que le projet de modernisation est exécuté à 75% au moment où il quitte son poste. 75%. 3/4 du chemin parcouru vers l'indépendance pétrolière du Cameroun. Et dans les caisses de la Sonara,
à ce moment-là, il resterait encore 77 milliards de francs CFA. 77 milliards. Disponibles. Prêts à financer les 25% restants. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Le coup de tonnerre de 2015. Juin 2015. Charles Métouc est arrêté. L'accusation, détournement de fonds. Le montant évoqué, 500 millions de francs CFA. Prenons le temps de mettre ce chiffre en perspective. La Sonara est une entreprise qui réalise 300 milliards de chiffre d'affaires par an. Elle reverse 11 milliards d'impôts à l'État chaque année. Et on accuse son directeur général d'avoir détourné 500 millions, soit moins de 0,2% du chiffre d'affaires annuel. Pour être clair, ce n'est pas une exonération. Un franc détourné est un franc de trop. La lutte contre la corruption est légitime et nécessaire. Mais l'échelle de l'accusation, comparée à l'échelle de l'entreprise, a de quoi faire réfléchir. Au tribunal, Métouc s'adresse directement au président de la République. Et ce qu'il dit est renversant dans sa simplicité: je suis étonné, monsieur le président. Le projet que j'ai entamé, lorsque je quittais la Sonara, était exécuté à 75%. J'ai laissé dans les caisses de la Sonara la somme de 77 milliards de francs CFA. Jusqu'à ce jour, ce projet n'est pas terminé. Je ne sais pas ce qu'est devenu la somme de 77 milliards de francs CFA. Il sera condamné à 15 ans de prison. Et les 77 milliards? Et les 25% de travaux restants? Et la modernisation à 75% soigneusement construite sur plusieurs années? Bonne question. Partie 2. Le conflit. Un ministre, une explosion, et 7 ans sans réponse. Mars 2018. Un nouveau ministre est nommé au ministère de l'Eau et de l'Énergie. Son nom, Gaston Elundou Essomba. Il hérite d'un dossier compliqué, la Sonara partiellement modernisée, les travaux à l'arrêt depuis l'arrestation de Métouc, et un secteur énergétique qui attend. Il prend ses fonctions. Le pays attend. Et pendant un an, les Camerounais espèrent que ce nouveau ministre va reprendre le flambeau, terminer les travaux, et finaliser enfin la modernisation que son prédécesseur avait menée aux 3/4. Puis vient juin 2019. Explosion à la Sonara. Un incendie se déclare dans les installations de la raffinerie. Les dégâts sont considérables. Les travaux de modernisation, ceux qui en restaient, partent littéralement en fumée. Et avec eux, l'espoir d'une indépendance pétrolière à court terme. Les conséquences sont immédiates et massives. La Sonara ne peut plus assurer sa production normale. Le Cameroun doit se tourner vers les importations pour son approvisionnement en carburant. Et ces importations, elles atteignent rapidement la barre astronomique de 1000 milliards de francs CFA. 1 billion. 1 million de millions. Qui sort du Cameroun pour aller dans les poches des importateurs internationaux. Exactement ce que la modernisation de la Sonara devait éviter. La boucle s'est refermée. Comme par hasard. Et le ministre Gaston Elundou Essomba? Il reste en poste. Les années passent. 2019, 2020. 2021, 2022. 2023, 2024. 7 ans au total depuis sa nomination. Et la Sonara? Toujours en difficulté. Toujours pas remise à niveau. Toujours pas capable de jouer son rôle de garante de l'indépendance énergétique nationale. Selon certaines sources proches du dossier, le président Paul Biya aurait effectué des interventions directes pour que la situation évolue. Des signaux envoyés. Des instructions données. Et pourtant, la Sonara reste dans l'état où elle est. 7 ans. Sans solution. C'est dans ce contexte que la décision de la SNH arrive. Et elle arrive comme une gifle. Nathalie Moudiki et les 120 milliards. Nathalie Moudiki est la directrice générale de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. C'est l'entité d'État chargée de la gestion des intérêts pétroliers du Cameroun. Elle travaille dans l'ombre, loin de l'agitation médiatique habituelle, dans le monde feutré des grands contrats pétroliers. Et un jour, sans fanfare particulière, sans déclaration tapageuse, la SNH annonce qu'elle vient de lever 120 milliards de francs CFA auprès des banques. Objectif, financer une nouvelle raffinerie à Kribi, opérationnelle d'ici 2027. Pas une modernisation de la Sonara. Une nouvelle raffinerie. À Kribi. Financée par la SNH elle-même, directement auprès des banques. Sans passer par le ministère de l'Eau et de l'Énergie. Traduisons. La SNH a dit,
avec 120 milliards et quelques lignes de communiqué, nous n'attendons plus. Nous ne comptons plus sur le ministère pour résoudre ce problème. Nous prenons le dossier en main. C'est une désintermédiation massive. Un court-circuit institutionnel. Et dans le langage du pouvoir camerounais, où chaque geste est pesé et chaque décision a une signification politique, c'est une déclaration de défiance vis-à-vis d'un ministre en exercice. Une gifle publique. Froide. Calculée. Et d'autant plus douloureuse qu'elle ne s'accompagne d'aucun commentaire officiel. La SNH n'a pas dit « le ministre a échoué ». Elle n'a pas dit « nous prenons sa place ». Elle a simplement agi. Et l'action, dans ce cas, parle plus fort que tous les communiqués du monde. Partie 3, révélation et décryptage. Les questions que personne ne pose officiellement. Pour décrypter cette situation dans toute sa profondeur, il faut poser les questions qui gênent. Les questions que les communiqués officiels évitent soigneusement. Première question, où sont passés les 77 milliards? Charles Métouc l'a dit au tribunal. À son départ de la Sonara, il restait 77 milliards de francs CFA dans les caisses, destinés à financer les 25% restants de la modernisation. Ces 77 milliards n'ont pas disparu dans un trou noir cosmique. Ils étaient quelque part. Dans des comptes. Sous une comptabilité. Gérée par quelqu'un. Depuis l'arrestation de Métouc jusqu'à ce jour, personne n'a officiellement rendu compte publiquement de l'utilisation de ces fonds. Et cette absence d'explication est, en elle-même, une information. Dans une entreprise qui reverse 11 milliards d'impôts par an à l'État, dans un secteur où les montants en jeu se comptent en centaines de milliards, la disparition silencieuse de 77 milliards devrait soulever des questions institutionnelles de premier ordre. Deuxième question, pourquoi les travaux ont-ils été arrêtés après l'arrestation de Métouc? Quand un directeur général est arrêté, l'entreprise continue. Les projets en cours continuent. Les contrats en vigueur continuent. C'est la règle élémentaire de la continuité institutionnelle. Mais dans le cas de la Sonara, les travaux de modernisation, qui étaient à 75%, se sont apparemment arrêtés. Ou ralentis au point de devenir inexistants. Pendant 4 ans, entre 2015 et l'explosion de 2019, les 25% restants n'ont pas été finalisés. Pourquoi? Qui a pris la décision d'arrêter? Sur quelle base? Et avec quelle autorisation? Troisième question, l'explosion de 2019, accident ou autre chose? Cette question, nous la posons avec toute la prudence qui s'impose. Les enquêtes officielles sur l'explosion de la Sonara en juin 2019 ont conclu à un accident industriel. Et nous respectons ces conclusions. Mais dans le contexte de ce dossier, un projet de modernisation qui dérangeait des intérêts considérables, interrompu à 75%, puis détruit par un incendie 4 ans plus tard, des analystes indépendants ont soulevé des questions sur les circonstances exactes de cet incendie. Ces questions restent, pour l'heure, sans réponse définitive et publique. Nous ne faisons qu'en relever l'existence. Parce que dans un dossier de cette importance, toutes les questions méritent d'être posées. Le modèle SNH vs le modèle minier, deux visions de la souveraineté énergétique. Il y a un autre aspect de cette affaire qui mérite d'être analysé attentivement, le rapport de force entre la SNH et le ministère de l'eau et de l'énergie, le MINE. Ces deux institutions ont des mandats différents mais complémentaires. Le MINE est l'autorité de tutelle, le régulateur, celui qui définit la politique sectorielle. La SNH est l'opérateur, celui qui gère les actifs pétroliers de l'État. En théorie, ils travaillent ensemble. En pratique, dans le secteur pétrolier africain, les rapports entre les régulateurs et les opérateurs sont souvent complexes, marqués par des compétitions de territoire, des querelles de prérogatives, et des visions stratégiques divergentes. Dans le cas présent, la décision de la SNH de financer directement une nouvelle raffinerie sans passer par le canal ministériel révèle une fracture profonde entre ces deux institutions. Elle suggère que la SNH a perdu patience avec la stratégie ou l'absence de stratégie du MINE sur le dossier Sonara. Et derrière cette fracture institutionnelle, il y a peut-être une fracture plus profonde encore, celle entre deux conceptions de la souveraineté énergétique camerounaise. D'un côté, une approche qui privilégie la réhabilitation de l'existant, la Sonara, avec son histoire, ses infrastructures, ses implantations. De l'autre, une approche qui préfère repartir sur de nouvelles bases, une raffinerie à Kribi, moderne, conçue dès le départ pour les besoins actuels du pays. Ces deux approches ne sont pas nécessairement incompatibles. Mais quand l'une d'elles prend l'initiative sans consulter l'autre, c'est que le dialogue entre les deux est rompu.
ou n'a jamais vraiment existé. L'enjeu géopolitique, ce que les chiffres ne disent pas. Enfin, il y a la dimension géopolitique. Celle que les communiqués officiels n'abordent jamais directement, mais qui est présente en filigrane dans chaque décision de ce dossier. Le pétrole camerounais n'est pas seulement une ressource économique. C'est un enjeu stratégique dans les relations entre le Cameroun et ses partenaires étrangers, notamment la France, qui a historiquement joué un rôle majeur dans le secteur pétrolier camerounais. La construction d'une raffinerie nationale capable de traiter le brut camerounais, c'est une étape vers moins de dépendance aux circuits commerciaux internationaux contrôlés par des acteurs étrangers. C'est une affirmation de souveraineté économique. Et historiquement, dans la zone franc et dans les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines, les affirmations de souveraineté économique trop prononcées ont souvent rencontré des obstacles, de nature diverse. Plusieurs analystes des relations franco-africaines ont relevé, depuis des années, un pattern récurrent: les dirigeants africains qui tentent de reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles se retrouvent, à un moment ou un autre, confrontés à des crises politiques, judiciaires, institutionnelles, qui les contraignent à revenir à la case départ. Charles Métouk s'inscrit-il dans ce pattern? Difficile à affirmer avec certitude. Mais difficile aussi de ne pas noter la coïncidence troublante entre son ambition de réduire la dépendance aux négociants étrangers et l'accélération de sa mise en cause judiciaire. Ces questions, nous les posons. Les réponses appartiennent à l'histoire. Partie 4. Analyse satirique approfondie. Portrait d'un secteur énergétique à la camerounaise. Maintenant, mes amis, permettons-nous un moment de lucidité satirique. Parce que cette histoire du pétrole camerounais, quand on la regarde avec les yeux grands ouverts, est à la fois fascinante et profondément révélatrice des paradoxes de la gouvernance africaine contemporaine. Acte 1. Le pays riche qui s'appauvrit sur sa propre richesse. Le Cameroun produit du pétrole. Il a une raffinerie. Et pourtant, pendant des années, il importe son carburant pour plus de 1000 milliards de francs CFA. C'est comme si vous possédiez une vache laitière, que vous la prêtiez à votre voisin, que le voisin vous vende le lait, et que vous trouviez cette situation parfaitement normale. Sauf que dans ce cas, la vache, c'est votre patrimoine national. Le voisin, ce sont des négociants internationaux. Et le lait, c'est l'argent de vos contribuables. Ce paradoxe n'est pas le fruit du hasard. Il est le produit d'une architecture économique construite patiemment, sur des décennies, par des intérêts qui n'avaient aucune envie de voir le Cameroun devenir autosuffisant. Une architecture que les présidents africains les plus déterminés à casser ont souvent payé d'un prix personnel très élevé. Acte 2, Métouk et le mystère des 75%. Charles Métouk est en prison depuis 2015. Condamné à 15 ans. Et l'homme continue, depuis sa cellule, de poser la même question à qui veut l'entendre: où sont passés les 77 milliards que j'ai laissés dans les caisses? Cette question est remarquable pour une raison simple: elle n'a jamais reçu de réponse publique officielle. Dans un pays doté d'institutions judiciaires et de contrôle, dans une affaire qui a mobilisé les magistrats du tribunal criminel spécial, cette question « où sont les 77 milliards ?» aurait dû être la première posée et la première répondue. Mais voilà. Dans le Cameroun profond du sérail énergétique, certaines questions ont la particularité de rester en suspens indéfiniment. Comme si l'enquête sur le détournement de 500 millions avait soigneusement évité de chercher les 77 milliards qui s'étaient évaporés entre-temps. Ce n'est pas une accusation. C'est une observation. Acte 3, le ministre des 7 ans de patience infinie. Gaston Elundou Essomba est ministre depuis 2018. 7 ans. Dans d'autres pays, 7 ans à la tête d'un ministère stratégique sans résultat tangible sur le dossier le plus urgent du secteur serait synonyme de remaniement immédiat. Mais au Cameroun, la longévité ministérielle suit ses propres règles. Règles que les observateurs extérieurs ont souvent du mal à comprendre, et que les Camerounais eux-mêmes ont appris à accepter avec cette philosophie résignée qu'ils expriment parfois dans un sourire: c'est le Cameroun. 7 ans. Et pendant ces 7 ans, le pays a continué d'importer son carburant à raison de 1000 milliards par an. Faites le calcul. 7 fois 1000 milliards. C'est 7000 milliards de francs CFA qui sont sortis du Cameroun pour financer les fournisseurs étrangers pendant le mandat d'un seul ministre. Pour mettre ce chiffre en perspective, le budget national camerounais tourne autour de 6000 à 7000 milliards de francs CFA par an. Autrement dit, en 7 ans, le pays a dépensé l'équivalent d'un budget annuel entier rien qu'en importation de carburant que la Sonara aurait pu produire localement. Ce n'est pas rien. C'est énorme. Et cette réalité,
dans le grand silence de l'administration camerounaise, mérite d'être nommé à voix haute. Acte 4, la SNH, l'institution qui dit ce que les ministères ne font pas. Dans ce tableau sombre, la décision de la SNH de lever 120 milliards pour construire une nouvelle raffinerie à Kribi est, paradoxalement, une bonne nouvelle. C'est la preuve que quelque part dans l'appareil d'État camerounais, il existe encore des institutions capables d'initiative, capables d'agir, capables de prendre des décisions stratégiques sans attendre des années que les astres s'alignent dans les couloirs ministériels. Nathalie Moudiki, directrice générale de la SNH, mérite d'être reconnue pour cette décision. Pas parce qu'elle est parfaite. Pas parce que la nouvelle raffinerie de Kribi résout tous les problèmes. Mais parce que dans un contexte où l'inaction durait depuis 7 ans, elle a choisi d'agir. Et cette action, 120 milliards, une raffinerie d'ici 2027 envoie un message fort. À la communauté bancaire camerounaise, qui a accordé ces financements. Aux investisseurs, qui verront dans ce projet un signal de crédibilité institutionnelle. Et au gouvernement lui-même, qui peut lire dans cette décision une leçon implicite, les solutions existent. Il suffit de les chercher. Acte 5, la gifle est ce qu'elle révèle du système. Mais revenons à la gifle. Parce qu'au fond, ce qui rend cette décision de la SNH si significative, c'est ce qu'elle révèle sur la fragmentation du pouvoir au Cameroun. Dans un gouvernement cohérent, avec une vision stratégique unifiée, la décision de construire une nouvelle raffinerie serait le résultat d'une concertation entre le MINE, la SNH, la présidence, et les partenaires financiers. Elle serait annoncée par le ministre compétent. Elle serait présentée comme une décision gouvernementale collective. Au lieu de ça, c'est la SNH qui prend l'initiative, de son propre chef, sans en faire un projet ministériel. Et le ministre concerné se retrouve, spectateur. Dans son propre secteur. Sur son propre dossier. C'est le signal d'une rupture de confiance institutionnelle. Le signal que la chaîne de commandement entre la présidence, qui a clairement exprimé sa volonté de moderniser la capacité de raffinage nationale, et le ministère chargé de l'exécuter, est brisée ou contournée. Dans le langage discret du pouvoir camerounais, c'est un message. Et il est adressé à tout le monde. Acte 6, l'avenir, Kribi 2027, et après. La raffinerie de Kribi, si elle est construite dans les délais annoncés, représenterait une étape réelle vers l'indépendance énergétique du Cameroun. Elle permettrait de traiter le brut national. De réduire la dépendance aux importateurs. De garder une partie de la valeur ajoutée pétrolière sur le sol camerounais. C'est une bonne chose. Point. Mais le chemin jusqu'en 2027 est semé d'embûches que l'histoire récente nous invite à regarder avec prudence. Le Cameroun a déjà eu, avec la Sonara, un projet de modernisation à 75% qui s'est transformé en désastre. Avec des milliards qui ont disparu. Avec un directeur général en prison. Avec une explosion qui a tout détruit. Ces précédents ne sont pas là pour décourager. Ils sont là pour rappeler que dans ce pays, et dans ce secteur particulièrement, la distance entre l'intention et la réalisation est souvent la plus grande du monde. Et que les intérêts qui ont saboté la modernisation de la Sonara n'ont pas disparu. Ils sont toujours là. Plus discrets, peut-être. Plus patients, certainement. Mais présents. La vraie question n'est donc pas de savoir si la SNH va lever 120 milliards. Elle l'a déjà fait. La vraie question est, qui va protéger ce projet? Et comment? Conclusion. Le pétrole, le pouvoir, et la promesse non tenue. Voilà donc l'histoire que vous venez d'entendre. L'histoire d'un pays qui possède du pétrole mais qui importe son carburant. D'un homme qui a modernisé une raffinerie aux 3/4 et qui est en prison. D'un ministre qui est resté 7 ans sans résoudre le problème qu'on lui avait confié. Et d'une société d'État qui, lassée d'attendre, a décidé de prendre les choses en main avec 120 milliards et une nouvelle raffinerie à Kribi. C'est une histoire camerounaise. Mais c'est aussi une histoire africaine. Peut-être même une histoire universelle. L'histoire de ce que l'on perd quand les institutions ne fonctionnent pas. Quand les intérêts privés, nationaux ou étrangers, prennent le pas sur l'intérêt collectif. Quand les hommes qui tentent de changer les choses se retrouvent isolés, exposés, et finalement neutralisés. Et c'est aussi, dans la décision de la SNH, l'histoire de ce qui reste possible quand quelqu'un, quelque part, décide que l'inaction n'est plus une option. Alors voici la question que nous vous posons ce soir. Charles Métouk, condamné à 15 ans de prison pour avoir tenté de moderniser la Sonara,
mérite-t-il un réexamen de son dossier à la lumière des événements qui ont suivi? Et si la nouvelle raffinerie de Kribi voit le jour en 2027, avec l'argent de la SNH, sans le ministère qui était censé résoudre ce problème depuis 7 ans, qui, dans l'histoire du pétrole camerounais, aura finalement eu raison? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo si vous croyez que le Cameroun mérite de se regarder en face. Et continuez à suivre ce dossier. Parce que l'histoire du pétrole camerounais n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer.